En tant qu'êtres multicellulaires, nous tirons tous nos origines de ce mélange d'eau et d'une matière érodée, plus ou moins carbonée ou azotée, qu'on appelle la terre. Donc l'eau dans le sol, on en vient. Mais ce qu'on a aussi beaucoup plus de mal à admettre, c'est que même encore aujourd'hui, on en dépend entièrement. Quand je vous parle du sol, je vous parle bien de la couche la plus superficielle de la croûte terrestre, qui est encore influencée par les conditions de surface, donc l'eau et l'air, et non pas des couches plus profondes, qu'on appelle souvent la roche-mère, et qui sont là plus du ressort de la géologie ou de l'hydrogéologie. Donc dans ces quelques premiers centimètres ou mètres du sol, la matière est formée soit par l'érosion de la roche-mère, soit par dépôts sédimentaires issus de la faune et de la flore. Techniquement, on dit que les sols sont des milieux poreux, c'est-à-dire qu'ils sont constitués de blocs et de particules séparés par des vides, des pores. Et ces milieux poreux, on les connaît très mal. Et on a souvent tendance à les négliger, à considérer qu'il ne s'y passe pas grand-chose, et que c'est juste une interface entre l'atmosphère et la géologie. Alors qu'en fait, il se passe énormément de processus dans les sols, et en particulier pour le stockage et le transfert de l'eau. Il y a une matière qui compose les sols et que j'affectionne particulièrement en tant que céramiste. C'est l'argile. L'argile, ce sont les particules les plus fines qui constituent les sols, avec des tailles de particules plus petites que 2 micromètres. Et pour atteindre cette taille, les particules d'argile ont des structures en feuillets, des feuillets de silicates d'alumine hydraté, qui ont eux-mêmes des propriétés électroniques qui leur permettent de s'agencer entre eux. Et cet agencement des feuillets, quand on travaille l'argile, on se rend compte que c'est pas anodin. En tant que céramiste, on parle souvent du caractère d'une argile. Par là, on entend d'abord son état de densité ou d'humidité, si elle est plutôt sèche et dure, ou au contraire molle et humide, mais aussi, et surtout, sa plasticité, c'est-à-dire la manière dont elle va pouvoir transmettre les mouvements qu'on lui propose avec les mains. Il y a des argiles qui ont des réponses très simples et très rapides aux mouvements des mains, alors qu'il y a d'autres qui ont des réponses beaucoup plus complexes, comme la porcelaine par exemple. Et cette plasticité de l'argile, elle dépend à la fois du type de feuillet qu'on rencontre dans l'argile, mais aussi de leur agencement, c'est-à-dire de leur histoire, de leur vécu qui les a amenés à un tel agencement. L'argile, c'est un vecteur d'émotions incroyable. À son contact, on peut avoir des émotions enfouies, refoulées, ou même des moments de l'enfance qui peuvent ressurgir. Je dis souvent qu'en tournage, quand on tourne la Terre, nos antennes, donc les 10 petites antennes qu'on a au bout des doigts, deviennent comme un sismographe de nos états internes. C'est-à-dire que nos émotions vont être directement retranscrites et imprimées sur l'argile. Et ça, c'est incroyable. Alors pourquoi on développe une telle sensibilité au contact de l'argile? Mon hypothèse, c'est le rapport à la chair. J'ai calculé que la densité moyenne de l'argile dans laquelle on la travaille habituellement, c'est à peu près la même que la densité moyenne du corps humain. Et puis il y a aussi que ce lien entre l'argile et la chair humaine, il est sacralisé dans énormément de croyances, de mythologies, de religions, et même dans la Bible. Quand on étudie les sols et leur contribution au débit des rivières, on se rend compte que les sols fonctionnent comme des éponges qui sont capables de stocker de l'eau et de la rétribuer peu à peu, avec des temps de stockage variables, mais entre quelques jours et plusieurs mois. On parle de l'effet tampon des sols. Et le fait qu'il y ait de l'eau dans les rivières, même en l'absence de précipitations pendant plusieurs mois, va alors entièrement dépendre de la capacité des sols d'un bassin versant à stocker l'eau et la rétribuer petit à petit. Alors il y a plusieurs critères qui font qu'une infiltration peut bien se produire. Le premier, c'est que plus le flux est lent, mieux se fait l'infiltration. Alors pour ça,
la végétation aide beaucoup à ralentir le flux de pluie en interceptant les gouttes d'eau qui arrivent avec les feuilles. Il y a aussi des critères sur la compacité et l'épaisseur des sols. Et là encore, la végétation va aider en aérant et en décompactant les sols via le système racinaire. Et au contraire, le piétinement, et surtout le piétinement bovin, va beaucoup compacter les sols et là vraiment limiter l'infiltration. Donc pour toutes ces raisons, un sol végétalisé va beaucoup mieux infiltrer qu'un sol nu. Et là, on voit apparaître ce qu'on appelle une boucle de rétroaction, c'est-à-dire qu'un sol moins végétalisé va moins infiltrer, donc sera moins sec, donc sera moins végétalisé, donc infiltrera moins, donc sera moins sec, donc sera moins végétalisé, etc., etc. Et c'est dans ce cycle, dans cette boucle de rétroaction, qu'on ne veut surtout pas rentrer. Pour nous, les humains, le meilleur endroit, ou peut-être l'eau, c'est dans les sols. Alors il y a beaucoup de politiques publiques ou politiques d'aménagement en ce moment, qui visent à assécher les sols, à les drainer, pour pouvoir les exploiter pour l'agriculture ou la construction, et puis à stocker l'eau dans des réservoirs étanches. En fait, on adore drainer les sols. On a l'impression que si on prend l'eau dans la terre, on va gagner de l'eau. Alors qu'en fait, c'est exactement l'inverse qui va se passer. C'est-à-dire que quand on draine un sol, il va se passer un processus d'appel d'air, ou en l'occurrence d'appel d'eau, qui va faire que l'ensemble des sols du bassin versant vont aussi être asséchés. Et donc, les cours d'eau vont être sous-alimentés, la végétation va être placée en difficulté, et c'est l'ensemble du cycle hydrologique qui va être déréglé. Quand on draine un sol, qu'on l'assèche, ou qu'on l'imperméabilise avec de l'asphalte, non seulement on grille notre joker, protection naturelle contre les événements extrêmes, mais c'est même la base de notre système d'approvisionnement en eau qu'on va saper. Il y a un concept qui est en train d'émerger dans la communauté des hydrologues et que j'aime beaucoup. C'est l'hydrologie régénérative. Alors, l'hydrologie régénérative, c'est un angle de vision des sciences hydrologiques qui propose de régénérer les cours d'eau par des aménagements qui mettent au centre les sols, l'eau dans le sol et la végétation. Concrètement, ce serait par exemple la construction ou la réfection de ce qu'on appelle des noues ou des baissières en fonction des régions, qui sont ces fossés poreux et végétalisés situés en amont des parcelles agricoles qui permettent de ralentir les flux et donc d'améliorer l'infiltration et de limiter le ruissellement et l'érosion de surface. Et bien sûr, la revégétalisation massive des espaces anthropisés. Donc c'est à partir de l'eau dans le sol que peut se régénérer un cycle hydrologique. Et c'est drôle parce que je vous parlais tout à l'heure du rapport à la chair qu'évoque l'argile. Et puis, il y a cette métaphore qu'on fait souvent que l'eau et les rivières sont comme le sang et les veines de la terre. Et bien avec cette métaphore, l'origine du monde sont les milieux poreux, remplis d'eau, les zones humides, remplies de sang, les placentas. Vous voyez, en montagne, au printemps, ce moment où la neige a commencé à fondre, puis il n'y en a plus assez pour faire du ski, puis il y en a encore trop pour faire de la rando. Ou bien cette petite bruine fine qui vous trempe jusqu'à l'os quand vous attendez le bus. Ou même ces berges du lac, remplies de boue et de roseaux qui vous empêchent de vous baigner. Ou même encore, pour l'agriculteur ou l'agricultrice, cette zone humide autour de la source, dans laquelle les vaches s'enlisent et puis qu'il aimerait bien drainer. Et bien, toutes ces situations qui nous sont si désagréables, paradoxalement, elles nous sont fondamentales. C'est quand même fou qu'on déteste autant quelque chose dont on dépend entièrement.
Ce que je vous invite à faire, à partir de maintenant, c'est d'aimer tous ces moments. D'aimer la pluie, d'aimer la bruine, d'aimer la boue, d'aimer la neige collante et d'avoir l'humilité de reconnaître que toutes ces situations, elles sont fondamentales à notre survie.